Hey, salut tout le monde! Bienvenue à la Man Cave de Stéphane. Ici, on vous montre le temps pour jaser technologie qui nous faisait triper dans le temps. Mais pour commencer, c'est qui Stéphane? Stéphane, c'est le gars normal, pas connu publiquement, qui est né au début des années 70 et qui a vécu à fond les années 80 et 90. C'est aussi le nostalgique de ces années, comme bien des gens, et qui ne veut pas oublier toutes ces technologies ou les modes cool qui se sont succédés les unes après les autres. Le gars qui a la place dans sa man cave pour garder tous ces objets qu'il ramasse au fil du temps, comme un petit musée. Stéphane, c'est surtout le gars qui aime parler de ces choses, de se les remémorer, mais qui n'avait pas la voix qu'il jugeait parfaite pour faire un balado. Avec l'intelligence artificielle maintenant, les modèles de voix ont évolué et c'est là que ce balado a été possible pour moi. Je fais mes recherches pour complémenter des sujets que je maîtrise déjà bien. J'approfondis certains sujets avec les milliers de téraoctets d'informations disponibles et j'écris mes textes. Par la suite, je propose mes textes à l'IA et nous les travaillons ensemble. Un vrai travail d'équipe. Quand c'est parfait, je lis carrément mes textes à l'intelligence artificielle. C'est pas du text-to-speech. Et il répète ces textes avec mes intonations, mes mots, mais surtout une belle voix que j'ai au préalable travaillée et que j'ai entraînée pour garder l'accent québécois. C'est vendredi! Plus précisément de la région de Trois-Rivières, où je suis né et où j'ai vécu mes années 80-90. Teinté de l'accent Rive-Sud de Montréal, où je vis depuis près de 30 ans. J'enregistre donc ensuite cette voix qui sort de mon téléphone et je monte ça en balado pour vous. Je pourrais même faire une version anglaise sans problème par la suite, alors que mon anglais parlé, vous voulez pas entendre ça. Alors oui, vous entendez le système vocal de l'IA, mais les informations, elles, le choix des mots et les intonations ont été créées par un humain, un vrai. En espérant que vous aimerez cette série. Aujourd'hui, on parle de supports physiques pour les films, comme les laserdiscs, les bêtas, VHS et même le streaming. On est back dans les années 70-80, puis on sort un truc qui ressemble à un CD, mais en format pizza. Le laserdisc, c'était comme la Ferrari des films à maison. Qualité son et image, c'était hot, bien plus que des cassettes VHS ou bêta. C'était l'ancêtre de tes DVD, Blu-ray, puis même tes CD de Céline. En 1978, il débarque en Amérique du Nord sous le nom de MCA DiscoVision. Ouais, juste ça, ça sonne rétro puis futur en même temps. Mais là, le problème, c'était le prix. Un lecteur de Laserdisc, c'était le genre de truc que t'achetais si t'étais vraiment sérieux dans ton cinéma maison ou si t'avais des poches profondes. Ou ton père. Ça a pas tamponné au Québec. Pas grand monde avait ça dans leur salon. En Asie, par contre, c'était très populaire dans les années 90 et 2000. Moi non plus, j'avais pas ça. Moi, je suis tombé là-dedans quand c'est devenu rétro. J'ai un lecteur et plusieurs disques ici et c'est vraiment le fun à écouter. Oui, on peut tout pogner sur Internet maintenant, mais on peut aussi trouver toute la musique qu'on veut et pourtant, les vinyles sont revenus à la mode. Tout comme les vinyles, l'expérience d'ouvrir la pochette du disque, mettre le disque dans le lecteur, lire les petits livrets ou l'arrière de la pochette pendant que ça joue, c'est la même expérience, mais avec un disque vidéo. C'est quand même grâce à cette technologie-là qu'on a ensuite eu droit au CD, au DVD et au Blu-ray. Le Laserdisc, c'était la première fois qu'on regardait des films avec un disque laser. Quelques postes de télé les utilisaient aussi pour passer des films. Le Laserdisc, si t'as jamais vu ça, c'était pas mal la même taille qu'un disque vinyle 33 tours, mais un peu plus épais et en plexiglas. En fait, c'était un gros CD de 12 pouces. Si tu te souviens des lecteurs de 5 CD avec la longue porte qui ouvrait pour pouvoir changer les 5 disques? Un lecteur de Laserdisc, c'est comme ça, mais le disque est de la taille des 5 CD au complet. Tout comme les disques vinyles, il avait lui aussi 2 faces. Alors oui, après 30-40 minutes, il fallait tourner le disque de bord pour continuer notre film. Plus tard, les lecteurs se sont améliorés et c'est le mécanisme à l'intérieur qui se déplaçait de l'autre côté du disque pour lire la face B. C'était aussi long, mais au moins, on n'avait pas à se lever. Par contre, comme beaucoup de films duraient plus longtemps que l'espace disponible sur un disque, ils sortaient souvent sur 2 disques. Alors, fallait quand même se lever pour changer de disque. Il n'y avait pas non plus la possibilité d'avoir plusieurs pistes de son ou de vidéo, comme les DVD, par exemple. Si tu achetais le disque en anglais, il jouait en anglais.
Pas besoin de te dire que les films en français, il n'y en avait pas beaucoup. Certains titres, comme Terminator, ont tenté de contourner cette limitation en mettant l'audio anglaise à gauche et l'audio française à droite. On pouvait donc écouter le film dans 2 langues, mais en mono. C'était pas une super idée, car comme j'ai dit tantôt, on s'adressait à des gens plus fortunés qui avaient des systèmes de son de fou. Certains secteurs plus dispendieux permettaient de faire un faux stéréo avec la piste mono, mais quand même. Par contre, si tu comprenais l'anglais, tu pouvais avoir le son en THX ou en Dolby 5.1, ce qui était carrément impensable autrement à la maison dans ce temps-là. Un autre avantage du Laserdisc par rapport à la VHS, c'était l'accès instantané aux chapitres, comme on a eu plus tard sur les DVD. Cette nouvelle technologie a pu servir à d'autres choses également. Si vous visitiez les arcades dans les années 80-90, vous vous souvenez sûrement du jeu Dragon's Lair, avec ses graphismes à couper le souffle par rapport aux autres jeux vidéo de ce temps-là. Eh bien, la magie dans ça, c'était un lecteur Laserdisc. Il n'y avait pas vraiment de graphisme informatique pour ce jeu, à part pour le pointage. Ce n'était que des vidéos qui jouaient sur un Laserdisc et quand on bougeait le joystick pour choisir une action, ça changeait de track et la vidéo continuait selon ce qu'on avait choisi. Exactement le même principe que les livres dont vous êtes le héros. Tu te souviens de ça, hein? Parlons technique un peu. Tu pourrais penser que le Laserdisc, comme ça ressemble à un gros CD, c'était full numérique. Eh bien non, pas tant que ça. La vidéo restait quand même analogique. Pas de petits trous dans le disque comme un CD ou un DVD pour faire des 0 puis des 1, mais des petits bosses sur le disque de différentes hauteurs et longueurs. Le rayon laser frappait ça comme une aiguille de disque vinyle, puis ça changeait la fréquence d'une portée AF que ta télé pouvait décoder après, comme ton Atari avec le switcher Game TV en arrière dans le temps. Ça donnait une qualité vidéo pareille à une cassette VHS flambant neuve. Par contre, sur une cassette, le ruban magnétique s'usait avec le temps, comme il frottait physiquement sur les têtes de lecture et l'image devenait moins belle. Pense à ta cassette de Slapshot, si t'étais comme moi, est plus ben regardable aujourd'hui. Côté audio, là, c'était numérique, comme un CD. Et pour la première fois, tu pouvais avoir du Dolby Digital 5.1 ou du THX. Les premiers chanceux à écouter Star Wars à la maison avec le son THX, c'était ceux qui avaient un Laserdisc. Le son était malade. Mais encore fallait-il que tu ailles le système de son qui allait avec. Puis pour les fans de concerts d'artistes, il y avait pas mal de choix. Il y avait même des shows qui sont sortis juste sur Laserdisc que même aujourd'hui, tu trouves plus ailleurs. C'est Pioneer qui dominait tout ça, avec des vidéoclips, des concerts, puis surtout des disques de karaoké. Oui, tu pouvais brancher un micro, changer ta voix, puis rajouter de l'écho. Comme une vraie rockstar dans ton salon. Aujourd'hui, on pourrait rire de cette techno-là, mais pense-y. Le concept du Laserdisc date de 1972. Oui, 52 ans, je sais, ça fait mal. Mais hey, juste pour te remettre en contexte, en 72, le jeu vidéo le plus hot, en fait, c'était le seul, était Pong d'Atari. On était encore bien loin de Super Mario. Puis, veux-tu que je t'explose le cerveau? Le concept d'enregistrer de la vidéo sur un disque, ça date d'encore plus loin. En 1927, il y avait le Phonovision qui enregistrait des films sur un disque de cire. Puis ça se lisait avec un genre de gramophone / projecteur de film, avec l'aiguille puis tout. Là, tu viens d'avaler ta gorgée de travers, hein? Ton arrière-grand-père, il était pas si pire que ça, finalement. Mais bon, le Phonovision, personne n'a eu ça. C'était une patente de cirque, un concept cool, mais qui a jamais été produit pour le monde normal. Un peu comme l'auto volante qu'on était supposé avoir en 2000. Et qu'Arnold Schwarzenegger avait déjà mis un cash down dessus. Je sais pas s'il est encore sur la liste d'attente. Bon, j'ai des fun facts sur les Laserdiscs pour toi. Jurassic Park, en 1993, alors que les VHS dominaient le marché, est le premier titre, tout format confondu, à avoir le son THX pour la maison. Star Wars, The Phantom Menace, a été le premier film en Dolby Digital pour usage à la maison, avec les canaux du centre puis de l'arrière séparés. Là, le cinéma maison, ça commençait à jouer sérieux.
pour ceux qui aiment les détails croustillants. Dans le film Who Framed Roger Rabbit, version Laserdisc seulement, tu peux voir l'entrejambe non censurée de Jessica Rabbit pendant un accident de voiture. À vitesse normale, tu vois rien, mais en image par image, tu pognes 6 frames non censurés. Si tu peux pas vivre sans voir ça, va juste sur YouTube. Achète pas un vieux lecteur LD pour ça. Anyway, tu risques d'être déçu. Terminator 2 Judgment Day de 1991, l'édition spéciale Laserdisc sortie avant celle en DVD, contient des scènes coupées et un making-of que l'on ne retrouve pas ailleurs. I'll be back. Pink Floyd The Wall de 1982, l'édition Laserdisc toujours, est prisée pour sa qualité sonore et certaines séquences introuvables dans les versions modernes. On se rappelle que si le vinyle est de retour de nos jours, c'est qu'on estime qu'une track audio en analogique est plus riche qu'en numérique. Alors, c'est une des raisons, le son est juste malade. C'est la même chose pour le show de Prince, Sign All the Time, de 1987, un concert culte. Elton John et Madonna ont aussi des concerts sortis uniquement sur Laserdisc. Les mauvaises langues diront que si n'ont pas sorti ces shows sur DVD ou d'autres formats, c'est que finalement, c'était pas assez bon et ça se vendait pas. Mais quand t'es fan, t'es fan. La version Criterion Collection de Pulp Fiction sur Laserdisc est toujours très recherchée. Elle contient des scènes coupées, des commentaires audio exclusifs et un making-of détaillé. Même si le film est sorti sur DVD et Blu-ray, certaines interviews et analyses de cette édition ne sont disponibles que sur le disque. Allez, je pourrais continuer ainsi longtemps, mais tu pourras en trouver d'autres si le sujet t'intéresse. Bon, revenons un peu dans le temps. Si tu as grandi à la fin des années 70 et dans les années 80, tu te rappelles sûrement des guerres commerciales de fous. Coke contre Pepsi, Atari contre ColecoVision, Transformers contre GoBots. Puis là, on arrive aux cassettes bêta contre VHS. Même si le Laserdisc était clairement la meilleure qualité, il y avait un hic. Tu pouvais pas enregistrer tes shows télé. Puis là, Sony est arrivé avec son concept de lecteur-enregistreur vidéo Betamax, qu'on appelle aussi Beta, en 1974. Un game changer. Mais JVC, un an plus tard, lance son propre format, le VHS. Au début, tu pouvais enregistrer qu'1 heure sur une cassette bêta, ce qui est moins long que la plupart des films. JVC, eux, ont baissé un peu la qualité vidéo, mais ils pouvaient enregistrer 2 heures. Comme les films à la télé jouaient avec des annonces publicitaires, 2 heures, c'était souvent parfait. Le Willy Waller 2006. JVC a aussi ouvert son format à tous les autres constructeurs, alors que Sony voulait le garder pour lui. Puis là, comme dans toutes les batailles de format, les autres compagnies se sont divisées. Avec un système où les gens pouvaient enregistrer leurs propres choses, on rejoignait maintenant tout le monde, pas juste les 2 ou 3% de la population qui avait adhéré au format Laserdisc. Puis là, tu connais la suite. On allait dans les clubs vidéo, il y avait cette odeur de popcorn en entrant, puis des rangées infinies de films. Bon, pas tout le temps. Il y avait aussi les dépanneurs de village qui louaient des films. Puis il y avait genre 30 ou 40 copies maximum entre les chips et les revues. Sauf que des fois, il y avait plus de copies de la grosse nouveauté que tu voulais voir. Fait que là, t'attendais en avant que quelqu'un la rapporte dans la chute de retour pour pouvoir la voir. Puis tu te souviens des petites pastilles en plastique avec un velcro, hein? C'était genre les bleus pour VHS, les noirs pour bêta, puis les rouges. Mais celles-là, fallait passer par des portes western en bois pour les trouver. À un moment donné, VHS est devenu vraiment plus populaire et les clubs vidéo étaient tannés de devoir stocker les 2 formats. Tes chums qui avaient encore des bêtas, eux, et qui te stinaient tout le temps que la vidéo était plus belle, avaient accès à genre une copie du gros film au club vidéo et il y en avait genre 10 pour les VHS. Fait qu'ils ont fini par cette année, eux aussi. Les lecteurs VHS étaient pas mal moins chers et il y avait beaucoup plus de modèles au magasin aussi. Finalement, Blockbuster, la célèbre chaîne
chaînes de clubs vidéo a choisi VHS et a laissé tomber le format bêta dans ses clubs. Warner Bros. Et d'autres grands studios hollywoodiens ont rapidement pris le parti du VHS aussi. Alors, ils ne mettaient même plus leurs films sur bêta sur le marché. Puis c'est tout ça, en gros, qui a coulé bêta pour le marché consommateur. On raconte aussi que l'offre de films 3 hits était supérieure à VHS qu'en bêta. Mais ça, c'est une autre histoire. Même Sony n'a pas eu le choix en 1988 et il commence à fabriquer des vidéos VHS aussi, admettant ainsi par la même occasion leur défaite. Par contre, Betamax est resté le format utilisé dans l'industrie de la télévision professionnelle jusque dans les années 2000 en raison de sa qualité d'image supérieure. Même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Betamax, surtout pour les archives dans les stations de télé. Sony a officiellement cessé de produire des cassettes Betamax en 2016. En 1995, débarque le DVD par un consortium regroupant Philips, Sony, Toshiba et Panasonic. On n'est pas encore à HD, mais on passe de 240 lignes horizontales à 480 lignes de résolution vidéo. L'audio devient également en digital, car on se rappelle qu'on l'avait déjà sur Laserdisc. Bref, la qualité prend une grosse coche. Les premiers films qui sortent en DVD comprenaient des titres comme Twister, Mars Attack et Blade Runner en 1997. Des pistes audio multiples, des langues différentes, puis même plusieurs angles de caméra qu'on peut changer avec notre télécommande. C'est là qu'on voit arriver les extras. Scènes coupées, bloopers, entrevues en coulisses, le kit complet. Évidemment, les clubs vidéo s'ajustent, puis éventuellement, bye-bye les cassettes VHS. Ceux qui avaient encore des VHS dans les années 2000, c'était pour les kids, pour faire jouer Carmen Campagne puis Pimpon les pompiers. Voici des faits intéressants sur les DVD. Le film The Matrix, en 1999, serait le premier film à avoir été largement piraté en raison de sa popularité. Copier un DVD, c'était maintenant possible. Pas toujours facile au début, mais ça a été une grosse plaie pour l'industrie. Tu te rappelles peut-être, mais le VHS aussi avait une protection contre la copie illégale. Le système Macrovision altérait délibérément le signal vidéo lors de la lecture, surtout dans les parties du signal vidéo qui sont normalement pas visibles à l'œil nu, comme la synchronisation et le contrôle de luminosité. Ça rendait les copies illisibles ou de mauvaise qualité. Par contre, dans ce temps-là, il y avait un truc. On mettait un vidéo bêta entre deux lecteurs VHS et ça cancellait la protection. Le premier DVD à dépasser les 100 millions de dollars de vente dans le monde fut Shrek en 2001. Hey! Le DVD le plus vendu de tous les temps en termes de copies, Le Monde de Nemo de Pixar, avec près de 41 millions d'exemplaires vendus. Dans les débuts, certains DVD avaient des données sur les deux faces du disque, souvent avec des formats différents, comme la version 4:3 ou full screen d'un côté et la version 16:9 ou widescreen de l'autre. Le format DVD a sauvé certaines séries télé, comme Family Guy et Futurama. Après l'annulation de ces séries, les fortes ventes des coffrets DVD prouvent alors aux studios qu'il y a une base de fans solide. On a donc pu revoir de nouveaux épisodes de ces séries par la suite à la télé. Malheureusement, même encore aujourd'hui, même si c'est populaire à la télé, si les annonceurs ne veulent pas annoncer spécifiquement sur un show, on tire la plug. Malgré l'essor du Blu-ray et du streaming, le DVD reste un support populaire encore aujourd'hui, surtout dans les régions avec un accès limité à Internet haute vitesse. En 2024, les ventes de DVD représentent encore une bonne part du marché vidéo. De plus, les gens qui ont débuté de grosses collections de films ne veulent pas nécessairement changer de format. De plus, le concept de qualité vidéo n'est pas de la même importance aux yeux de tout le monde. En 1997, une petite compagnie du nom de Netflix arrive dans la game. Située à Scotts Valley, en Californie, elle offre la location de DVD en ligne livrés par la poste. L'engouement n'est pas tant là. Pourquoi louer par la poste quand on peut aller au club vidéo du coin? Pour se démarquer des clubs vidéo traditionnels, dès 1999, ils offrent la location de DVD illimitée, sans frais de poste et sans frais de retard. Il n'y a même pas de date limite de retour. On paye un montant mensuel et le reste est sans limite. Ça a rapidement attiré l'attention du public.
Tu sais, dans le temps, on louait souvent pas de DVD le dimanche soir car on voulait pas aller le reporter au club vidéo le lundi matin. Ensuite, on partait travailler ou à l'école et si on attendait après la job pour retourner le film, ben, on était en retard. Là, tu le gardais le temps que tu voulais, eux, ils s'en foutaient. Tu payais par mois que tu loues un DVD ou 10. Quand tu renvoyais ton DVD, hop, ils t'envoyaient le prochain sur ta liste. Tu t'en rappelles, hein? Ben, t'as peut-être pas suivi ça, mais ils ont fait ça pendant 25 ans. Oui, ils ont cessé ça en 2023. C'est fou, hein? Puis imagine-toi donc que même à la fin, il restait encore 1 million de personnes qui louaient des DVD avec eux. Puis pour leur dernier envoi, Netflix leur a laissé une note disant qu'ils pouvaient garder les DVD. Cadeau de la maison. Combien de DVD tu penses qu'ils ont loué pendant ces 25 ans? Rien de moins que 5,2 milliards de locations. Wow! Puis un autre petit fun fact, en l'an 2000, Blockbuster, qui était à l'époque leur plus gros rival, a eu la chance d'acheter Netflix pour 50 millions de dollars. Et ils ont dit non. Ils disaient que leur modèle d'affaires avec des adresses physiques était supérieur. Oups! En 2023, Netflix valait 166 milliards de dollars, alors que Blockbuster a fait faillite en 2013. C'est juste une petite erreur de prévision. En 2006, une autre guerre débute, cette fois entre les formats Blu-ray et HD DVD. Qui a gagné? Le Blu-ray de Sony en 2008. Par contre, ça a connu un succès commercial modéré. Il n'a jamais atteint la même popularité que son prédécesseur, le DVD. En fait, si les PlayStation 3, 4 et 5, évidemment, de Sony n'avaient pas eu de lecteur Blu-ray, ce serait probablement déjà mort. Soyons honnêtes, les supports physiques, c'est fini. Tout le monde est rendu sur des plateformes de streaming. En 2024, Netflix a continué de dominer le marché du streaming avec 260 millions d'abonnés payants à travers le monde. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 89 millions de membres. Le Canada et les États-Unis suivent avec 80 millions. Netflix a généré un chiffre d'affaires impressionnant de 34 milliards de dollars en 2023. Juste pour comparer, à son apogée en 2000, le marché du VHS a atteint 20 milliards de dollars. En 2005, le marché des DVD a atteint 16 milliards de dollars de revenus aux États-Unis. Et pour les Laserdiscs, on parle de 1 milliard. C'est plus la même game, mettons. Netflix a fait 4 milliards de plus que la totalité de l'industrie mondiale de la musique, incluant la musique en streaming, la vente d'albums et tous les concerts de tous les artistes. McDonald's a généré 24 milliards de dollars en 2023, soit 10 milliards de moins que Netflix. Exception au tableau. L'industrie mondiale du jeu vidéo, elle, se porte très bien. Elle a généré environ 200 milliards de dollars l'an passé, soit près de 6 fois plus que Netflix ou 8 fois plus que McDonald's. D'ailleurs, mon prochain podcast parlera des arcades des années 80 et 90 et des jeux vidéo. Tu ne veux pas manquer ça, surtout que l'épisode est déjà en ligne. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Puis on se retrouve très bientôt dans la Man Cave de Stéphane. Take care, la gang. Allez vous taper un petit film en ligne. Je vous laisse avec quelques petits bloopers de la production. Puis on se retrouve très bientôt dans la Man Cave de Stéphane. OK, répète la fin de la phrase, mais on dit pas Man Cave, on dit Man Cave. Compris. Reprenons. Puis on se retrouve très bientôt dans la Man Cave de Stéphane. Oui, tu pouvais brancher le micro, changer ta voix, puis rajouter de l'écho comme une vraie rockstar dans ton salon. OK, la prononciation, c'est pas rockstar, c'est rockstar en anglais. D'accord. Comme une vraie rockstar dans ton salon. Parfait, c'était très bien prononcé. Fait que reprends la dernière phrase en disant oui, mais à 200 mots minute. Oui, tu pouvais brancher un micro, changer ta voix, puis rajouter de l'écho comme une vraie rockstar dans ton salon. OK, recommence encore la même phrase qui commence par oui à 200 mots minute, mais oublie pas qu'il faut que tu dises rockstar en anglais. Oui, tu pouvais brancher un micro, changer ta voix, puis rajouter de l'écho comme une vraie rockstar dans ton salon. Yeah!